Merci de vous joindre à nous. Le 31e sommet de la Ligue arabe s'annonce prometteur avec d'abord les nombreux chefs d'État et souverains arabes qui ont d'ores et déjà confirmé leur présence les 1er et 2 novembre prochains à Alger. Un rendez-vous politique crucial évidemment dans l'histoire de la nation arabe et pouvant revigorer l'action et la voix commune arabe en demi-teinte depuis plusieurs années notamment et principalement d'ailleurs autour de la cause palestinienne. C'est là que les divisions d'abord entre les factions palestiniennes et puis au sein même de l'ensemble arabe font le plus de mal à l'organisation panarabe, le sommet de la réconciliation, de la convergence et du soutien au mouvement d'indépendance face aux entreprises colonialistes qui résistent au temps et aux mutations sociales et économiques et internationales. On vous en parle ce soir avec notre invité, M. Mohamed Berkouk, politologue et expert en sécurité internationale et stratégique. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Le choix d'abord de la date, il est symbolique de la tenue de ce sommet d'Alger le 1er novembre. C'est la célébration pour nous du 60e anniversaire du déclenchement de la lutte armée. La symbolique est donc claire. Il est donc question de remettre le soutien au mouvement d'indépendance dans l'agenda véritable des peuples arabes. Est-ce que justement tous les pays arabes vont adhérer à ce premier postulat ? C'est pas évident. J'estime qu'il y a déjà une double symbolique. Le 1er novembre, c'est la date de déclenchement de notre révolution pour le recouvrement de notre indépendance, mais aussi novembre, c'est la date de la proclamation de l'État palestinien. Oui. Alger, le 15 novembre 1988. La Ligue arabe a une responsabilité historique par rapport justement à la finalisation d'un projet, un projet de libération de tous les territoires arabes, qui a commencé avec 7 pays en 1946, le premier sommet, et qui se veut aussi responsable d'un certain nombre de démarches par rapport à la question palestinienne. Premièrement, c'est par rapport à la reconnaissance à Alger même en 1973 de l'OLP comme étant représentant unique du peuple palestinien, représentant légitime. Deuxièmement, c'est par rapport aussi à une initiative arabe de paix de 2002 qui est totalement dépassée par un certain nombre de décisions prises par un certain nombre de pays. Et troisièmement, par rapport justement à la protection du peuple palestinien par rapport à un certain nombre de stratégies de judaïsation des territoires et de l'héritage palestinien, mais aussi par rapport à ces démarches qui sont en train de nuire à la paix dans la région. Donc par rapport à ce sommet d'Alger, il y a ces doubles symboliques, mais aussi deux objectifs convergents. Le premier, c'est la réconciliation interpalestinienne, justement pour créer un front commun contre l'occupation, arriver à plus de dynamisme en matière de choix de stratégie de libération, donc pour leur État palestinien, donc indépendant, viable, souverain, mais aussi par rapport, et c'est le deuxième objectif de ce sommet, c'est créer de nouvelles conditions pour plus de coopération interarabe, mais aussi pour plus de solidarité, afin d'atteindre les objectifs essentiels qui sont énoncés dans l'achat de cette ligue. Oui, alors pour répondre à ma question, est-ce que actuellement tous les pays arabes de l'organisation vont adhérer à ce premier postulat de solidarité envers la cause palestinienne ? J'estime qu'il y a deux lectures par rapport à votre question, madame. La première lecture, c'est une lecture politique. Et la deuxième lecture, c'est une lecture d'analyse, disons, politique. Par rapport à la première lecture, tous les pays arabes, tous les peuples arabes adhèrent justement à cette vision qui est partagée par tous par rapport justement à la libération de ce peuple palestinien par son émancipation, par aussi la construction de son État, politiquement. Sur le plan géopolitique, malheureusement, il y a une autre lecture, une lecture où il y a des divergences, non pas seulement de position, mais d'intérêt. Avoir aujourd'hui ces pays qui ont normalisé sans qu'il y ait véritablement de dividendes stratégiques, c'est dire aussi qu'il y a des dépassements par rapport à l'initiative adoptée par ces pays en 2002. Oui. Le contexte actuel est un contexte de conflictualité à l'intérieur des pays, mais aussi avec des ramifications sur toute la région. Oui. À lire le conflit en Syrie, celui du Yémen, de la Libye, on voit essentiellement ces transpositions de conflictualité, donc de divergence d'intérêts d'un certain nombre d'acteurs arabes dans ces pays. Mais
aussi sur le plan géopolitique, c'est par rapport aussi à la priorité qu'un certain nombre de pays accordent à la question palestinienne. Oui. Alors, contrairement à notre pays qui a une position de principe, mais aussi une position où il y a une convergence totale entre le peuple et ses gouvernants. Contrairement à un certain nombre de pays qui ont normalisé sans pourtant prendre en compte le peuple. Oui. Alors la Palestine, il faut le rappeler, a quitté en 2020 la présidence des réunions de la Ligue arabe en signe de rejet justement de ces accords d'Abraham entre Israël et certains pays arabes. Ce sera donc le premier sommet de la Ligue arabe post-accord avec les sionistes. Comment cette situation peut influer sur ce sommet ? Il faut dire, Madame Bacha, que ce sommet est un sommet de réconciliation, non pas seulement entre ces pays qui ont normalisé et l'autorité palestinienne, parce que même l'autorité palestinienne est plutôt flexible, voire pragmatique par rapport à ces pays. Deuxièmement, c'est aussi, il faut dire que ces pays ont normalisé sans pour autant prendre en compte les desseins stratégiques de ces normalisations. Parce que ces normalisations sont différentes de celles de 1994 par rapport à la Jordanie ou de celles de 1979 par rapport à l'Égypte. Il faut nous expliquer justement quelle est la différence avec ces anciens accords. Parce que ces normalisations ont été faites dans un contexte de révision de l'approche américaine dans cette région. Ce n'est pas seulement la décision prise par Trump le 6 décembre 2017 concernant Jérusalem comme capitale de l'antisionisme. C'était l'initiative de Reagan en 1984. Et ce n'est pas seulement une question liée aux colonies, mais c'est plutôt par rapport à un projet de liquidation de la question palestinienne. On peut référer nos téléspectateurs à un texte qui a été rédigé par justement l'équipe qui avait facilité cette normalisation, par Jared Kushner, oui. Road to Peace and Security. 181 pages, qui donne essentiellement les contours de cette liquidation par la construction d'un certain nombre d'infrastructures pour rendre justement les territoires occupés non viables. C'est une véritable bantoustinisations des territoires, une situation qui rendrait impossible la création d'un État capable de survivre ou d'être souverain, mais aussi c'est un découplage définitif entre Gaza et la Cisjordanie, premièrement. Deuxièmement, c'est par rapport aussi à la liquidation de la question des réfugiés, où il y a dans ce texte une référence à une initiative, entre guillemets, américaine, encourageant un certain nombre de pays musulmans à prendre 5000 réfugiés palestiniens de 1948 ou ceux de 1967 sur 10 ans. Ce qui veut dire que la question des réfugiés au Liban, en Jordanie, en Syrie, se réglée non pas par un rapatriement vers leur pays, mais plutôt par une liquidation avec complicité des pays arabes. Troisièmement, et c'est ce qui est encore plus grave, c'est que ce texte, cette approche américaine, ne reconnaît plus les limites, disons, de leurs engagements définis par les résolutions 242, 338, mais aussi par rapport à un certain nombre d'engagements pris par les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et les Nations unies. Donc c'est tout le processus politique qui est pratiquement liquidé. Qui serait liquidé. Donc c'est au conditionnel. Donc ce sommet va forcément être impacté par la situation que vous décrivez. Donc, vous parlez d'un sommet de réconciliation, mais comment ? Un sommet, en parlant de Palestine, aujourd'hui, Madame Bacha, on a ces pays qui ont normalisé de manière officielle et ont officialisé leur normalisation sans prendre en compte les limites de l'initiative de Beyrouth. Donc, par rapport à paix, terre contre paix, premièrement. Deuxièmement, c'est que dans ces pays, il n'y a pas seulement une normalisation type Jordanie ou même type Égypte, il y a plutôt une véritable construction de rapports
à caractère stratégique. Avoir un ancien conseiller aux affaires de sécurité nationale devenir coprésident d'une compagnie de sécurité dans un pays arabe, c'est dire qu'on est en face d'une situation inédite. Avoir notre voisin marocain, c'est la transformation de ce royaume en véritable base arrière et plateforme de déstabilisation. Il faut aussi dire, Madame Bacha, qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui sont en train de donner des signes forts, non pas de volonté, mais plutôt de dynamique de normalisation, soit par des décisions à caractère, entre guillemets, commercial, ou à caractère, voire donc il y a une espèce technique. d'effet domino qui est en train de se mettre en place, c'est ce que vous dites. Il y a une certaine prolifération d'un certain schéma de normalisation qui ne sont pas nécessairement similaires, mais qui affectent la question palestinienne, au moins sur 3 points, Madame Bacha. Oui. La première, c'est le front intérieur palestinien, parce que vu que chaque faction a des alliances régionales sur régionales. Deuxièmement, c'est par rapport aux capacités des Palestiniens à construire une approche constructive, capable justement de reprendre l'initiative en matière de négociation avec l'antisionisme. Et troisièmement, c'est par justement à cette dynamique arabe de parrainage de l'approche palestinienne en matière justement de décolonisation, ou voire même d'émancipation. Alors, on a vu que la Ligue arabe n'a jamais condamné ces accords d'Abraham. On y reste un peu sur ces accords parce qu'ils sont un peu le nœud gordien qui vont donc être peut-être débattus, on ne sait pas, dans les différents ateliers de ce sommet. Qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Vous avez parlé de l'initiative de paix de 2002 qui est complètement dépassée. Ce sont justement ces accords qui font qu'elle est aujourd'hui caduque. Elle est totalement dépassée, parce que le principe même... C'est pourtant un référent important dans le processus politique. Absolument. Mais à voir, Madame, que vous avez déjà 6 pays qui ont normalisé d'une manière officielle, et d'autres qui sont en cours de dynamique de normalisation, comme je disais, avec des signes forts. Donc, avec un certain nombre de vecteurs, voire de dimensions de normalisation. On peut les citer les pays sans les citer, parce qu'on est disons, dans un contexte où on doit être plutôt objectif dans nos analyses, notre approche. Attendre que ça se fasse. Que ça se fasse, mais aujourd'hui, on a déjà 3 pays du Golfe, dans du Conseil de coopération du Golfe, et pas des moindres. On a le Soudan qui a été pratiquement victime d'un chantage par les Américains par rapport justement à leur statut de parrain du terrorisme. On a aujourd'hui le Maroc qui n'a fait que formaliser cette coopération. Déjà connu de tous. Connu, avoir que le ministre de la Défense antisioniste a déclaré lors de sa visite à Rabat qu'il y avait plus de 40 ans de coopération. Donc c'est juste une formalisation et pratiquement une médiatisation de ce qui se fait. Mais il faut dire, Madame Bacha, que l'initiative de paix arabe de 2002 est dépassée sur 2 points au minimum. Le premier point, c'est par rapport justement à la logique de la construction de cette paix. C'est la terre, donc c'est le règlement de 3 conflits, israélo-palestinien, israélo-libanais par rapport au frème de Sheba'a, et israélo-syrien par rapport au Golan, mais aussi par rapport à d'autres schémas de conflictualité, notamment en ce qui concerne les ressources hydriques. Le deuxième point, c'est par rapport à cette construction des normalisations, sans pour autant prendre en compte cette convergence de vision entre les pays membres de la Ligue arabe. C'est-à-dire que ça doit se faire en bloc quand les Palestiniens et leurs droits dans un cadre négocié avec l'antisionisme. Et ce qui n'a pas été fait, je parlais justement de l'absence de condamnation, même de commentaires. Réellement, il n'y a pas eu de commentaires officiels de la part de l'organisation pan-arabe. Donc l'absence d'un horizon politique à ce conflit israélo-palestinien fait qu'il résiste donc à la fois au temps et aux bouleversements géopolitiques internationaux. Il y a une forme de statu quo un peu imposé, même très imposé. Alors quels peuvent être les éléments à ce moment-là qui vont unir les pays de la Ligue arabe, ne serait-ce que autour d'un premier postulat, un premier consensus de départ?
Parce qu'on sait qu'on ne ressortira pas avec un miracle. Non, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Alors on s'attend à quoi? Il faut s'attendre à une révision des principes de cette construction de paix. Parce que quand on parle de construction de paix, il y a toujours cette capacité à s'adapter aux mutations. Aujourd'hui, on est en face d'une érosion de la logique de Beyrouth de 2002, premièrement. Deuxièmement, il y a des divergences assez visibles en matière d'optique et de vision concernant cette question. Et troisièmement, aujourd'hui, un certain nombre de pays arabes n'ont plus cette capacité de décision qui leur appartient. C'est-à-dire qu'il y a des engagements qui dépassent leur indépendance décisionnelle. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui est malheureux aussi, les Palestiniens sont en face d'une situation de fragilité au sein même de leur classe politique, mais aussi par rapport au choix de stratégie d'action. À lire les différentes positions des acteurs palestiniens depuis 2017, depuis l'accord interpalestinien de 2017, il y a beaucoup de points qui ont été pratiquement remis sur la table des négociations. Et aujourd'hui, peut-être la seule chance que les Palestiniens peuvent avoir, c'est l'Algérie. L'Algérie qui n'a jamais... J'allais y venir, mais avant. Pour terminer de répondre à cette question, vous avez parlé d'une nouvelle construction, d'un nouveau processus politique, si je vous paraphrase un petit peu, mais sur quelle base? Très concrètement, que peuvent proposer... Pour les Palestiniens, la seule leur capacité réside justement en revisitant leur socle national. C'est-à-dire les principes de leur lutte de libération. C'est-à-dire qu'ils doivent dépasser les choix tactiques. On voit pratiquement aujourd'hui les divergences, c'est par rapport aux priorités. Soit une réforme de l'OLP, le cas de Hamas, ou un gouvernement d'unité nationale, le choix de Fatah. Donc aujourd'hui, il faut dire que les Palestiniens doivent donner plus de priorité à la question de leur libération, donc la capacité à entreprendre et non pas à réagir. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, les Palestiniens ont cessé d'entreprendre, ils sont en train de réagir. Le problème est peut-être là déjà. Absolument, face à une entité qui est surprotégée par des acteurs. Et de plus en plus agressive, de plus en plus... Absolument, parce que l'entité se sent protégée par des acteurs clés de la communauté internationale. À vous donner juste un exemple, madame, un exemple comparatif. Entre 1991 et 2003, la deuxième guerre du Golfe et la troisième guerre du Golfe, il y avait 23 résolutions contre l'Irak. Entre 2009 et 2022, 13 ans, il n'y a eu qu'une seule résolution, celle, la 2334 du mois de décembre 2016 concernant les colonies. Donc c'est pour dire que le veto américain ou les menaces de l'utiliser bloquent toujours des initiatives qui pourraient donner une chance à la paix. Alors à ce moment-là, on le sait que l'État de Palestine a été créé en 1988, vous l'avez dit, en Algérie. Le soutien d'Alger à la cause, c'est ce qui reste principalement, puisque Alger a fait de ce sommet le retour à cette cause nationale pour nous, les Algériens, la cause palestinienne, qui ne s'est jamais infirmée, cette solidarité envers le peuple palestinien. Comment Alger peut insuffler une dynamique nouvelle, tout simplement, à ce processus politique pratiquement condamné Il y a plusieurs éléments de réponse, Madame Bachar. Le premier élément est historique. Donc notre attachement à la Palestine ne date pas de 1988. Il date pratiquement du Moyen-Âge, lors des croisades, où un certain nombre de nos aïeux avaient participé. Le cas de Sidi Boumediene el-Houthi qui symbolise cet engagement. Deuxièmement, même lors de notre lutte, disons, politique pour la libération, le mouvement national, on a vu Messal el-Hajj avec le PPM-TLD, aussi son soutien
avec le PPA-MTLD, aussi son soutien pendant les années, plutôt le PPA, pendant les années 30, disons la dynamique insufflée par Husseini en Palestine. On a vu en 1964, lors du sommet de la Ligue arabe, Alexandrie Ben Bella qui proposait le besoin de créer cet État, donc, mais aussi la création d'un front de libération nationale qui est devenu plus tard l'OLP. On a vu ce qui est très important, l'attachement de notre pays justement à cette solidarité active sur le plan diplomatique, avec ce soutien algérien à Yasser Arafat qui a fait l'histoire en 1974 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut dire aussi que le premier bureau de Fatah a été ouvert à Alger en 1963 et que notre pays a beaucoup aidé dans la formation des cadres militaires palestiniens. Donc, depuis 1965, donc la suite de la première promotion à Cherchel, des actions actives d'Algériens, Mohamed Boudia. 88, c'est pratiquement la création d'un État palestinien, mais aussi une proclamation un mois de novembre, donc c'est le mois de la libération, le mois de la révolution. Ouais. On l'a vu. Aujourd'hui, alors on revient aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le deuxième élément de ma réponse, c'est que l'Algérie est crédible dans ses démarches. Cela pour 3 raisons essentielles. L'Algérie n'a jamais cessé d'être solidaire envers les Palestiniens. Ce n'est pas une solidarité éphémère, comme c'est le cas d'un certain nombre de pays. Donc c'est une véritable solidarité. On a vu depuis notre indépendance. Oui. On a vu en 82 par rapport aux Fidayines du Liban, après les massacres de Chabra et Shatila. On a vu aussi, deuxièmement, c'est par rapport à l'Algérie, et peut-être un des seuls pays à toujours s'acquitter de ses responsabilités financières. Et troisièmement, c'est que c'est un soutien diplomatique indéfectible et que nos positions sont toujours des positions de principe. Donc le président de la République avait parlé de l'irrationalité de l'empressement par rapport à la normalisation, mais aussi c'est par rapport... Nous ne sommes pas dans une course. Non, on n'est pas dans une course, il ne faut pas s'empresser, c'est irrationnel. Mais aujourd'hui aussi, c'est l'élément le plus important, c'est que Alger, capitale de la libération, Alger, capitale de la proclamation de l'État palestinien, Alger reste quand même le seul pays qui a toujours défendu cette cause sans pour autant en remettre ni les principes, ni les méthodes. C'est des méthodes de solidarité et d'engagement envers cette question. Alors certaines indiscrétions diplomatiques parlent d'un plan de réconciliation qui sera présenté aux 2 délégations palestiniennes, les factions qui vont donc négocier avant ce sommet pour les préparer à unifier leurs rangs. La diplomatie algérienne prévoit donc des cycles de discussions avec des séances de dialogue individuelles avec les dirigeants du Fatah et du Hamas. Est-ce que les Palestiniens sont prêts? Vous l'avez dit vous-même, la balle est un peu dans leur camp. S'ils ne font pas un travail d'unification maintenant, ils ne seront jamais débarrassés des sionistes, tout simplement, et de cet état de colonisation, surtout. Non, pour arriver à ce stade de décolonisation, il faut qu'il y ait des actions convergentes, réfléchies, et de toutes les factions palestiniennes. On l'a vu avant Oslo 1994, avec la première intifada, on l'a vu avec la deuxième intifada, mais j'estime que les Palestiniens sont pratiquement victimes de leur naïveté diplomatique. Donc, dans l'activité diplomatique, en croyant que les Occidentaux, notamment les Américains, seraient des partenaires impartials par rapport à la résolution de ce problème. On a vu que depuis Oslo, c'est un certain nombre de débâcles diplomatiques. Oui. Avec la dernière rencontre des 2 factions à Alger en juillet, on peut espérer qu'il y ait convergence de vues, enfin, malgré les dissensions internes. Le problème, Madame Bachar, est plus profond. Parce que c'est un problème, disons, de vision aussi. D'idéologie. Ouais. Un problème d'intérêt, des fois d'intérêt, mais aussi d'allégeance. On a vu avec le 5 juillet 2022, la poignée de main entre M. le Président de la République et les 2 leaders palestiniens, Mahmoud Abbas et Haniyeh, symbolise cette volonté, mais aussi une véritable reconnaissance
du rôle crédible dans notre pays. On s'attend d'ici quelques semaines peut-être à des rencontres, mais aussi à des déclarations de rapprochement. J'estime qu'il y a déjà un certain nombre d'indices. Lesquels? Le premier, c'est déjà accepté à développer un terrain d'entente. Deuxièmement, c'est arrivé aussi à créer une dynamique de réconciliation. Parce que la réconciliation n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé déjà dès la déclaration de M. le Président de la République le 6 décembre passé par rapport à sa volonté d'initier cette réconciliation. Ouais. Donc il y avait des contacts déjà à ce moment-là. Certainement, ouais. Et en plus il y a eu un certain nombre déjà d'accords de base entre les factions palestiniennes. Donc alors si on comprend bien, logiquement, s'il y a tout un processus qui a commencé quand même depuis un moment, les Palestiniens seraient plus ou moins prêts maintenant à dépasser leurs divergences, à les transcender. On ne serait pas loin du but. Sinon, pourquoi organiser ce sommet autour de la cause palestinienne? C'est qu'il y a forcément un début de réponse de la part des factions palestiniennes elles-mêmes. Il y a déjà des signes prometteurs par rapport à ça. Oui. Très positifs. Mais aussi, il faut dire que la finalité, ce n'est pas la signature seulement d'un texte, mais aussi la transformation de ces engagements en actes à valeur opératoire. Parce que les Palestiniens vivent une situation presque de séparation entre deux composantes de l'État palestinien, la Cisjordanie et Gaza, depuis 2006. Ils vivent un certain nombre de conflictualités politiques depuis 2007. Mais aujourd'hui, j'estime que l'Algérie a cette capacité. Alors justement, par son savoir-faire, mais surtout par sa crédibilité, à créer un nouveau terrain d'entente capable de générer des solutions futures pour ces problèmes palestiniens. Et justement, ma dernière question, elle est à propos de ça. Est-ce que la stabilité des relations d'Alger avec presque tout l'ensemble arabe peut contribuer justement à négocier de manière sereine? Je parle de l'ensemble arabe, à part évidemment le Maroc, le pays avec lequel l'Algérie a coupé ses relations diplomatiques récemment. Mais est-ce que cette stabilité dans les relations avec les pays, notamment du Golfe, qui sont très dissidents sur la question palestinienne, est-ce qu'elle peut aider les Palestiniens? Mais en même temps, je poserai ma question sur deux volets. Alger est un pays qui défend les causes justes, et ça peut déranger. On l'a vu avec la Syrie, l'Irak. Voilà, ça pose problème au niveau de la Ligue arabe. Non, la Palestine, c'est ni la Syrie, ni évidemment, il n'y a pas d'élément de comparaison. Il n'y a pas d'élément de comparaison, ni sur le plan de principe, ni sur le plan de la logique géopolitique. La Palestine, pour nous, pour un certain nombre de pays, c'est une question à dimension spirituelle et des fois même existentielle, de par cette convergence entre l'émotion et l'opératoire. Parce que j'estime aujourd'hui que le contexte géopolitique dans le monde arabe est porteur de frictions, certainement. Ouais. Mais aussi, en ce qui nous concerne, la question palestinienne est un élément qui pourrait éventuellement être un élément unificateur, non pas en matière de relations entre les pays qui ont normalisé avec l'antisionisme, mais par rapport à un soutien solidaire à la question palestinienne. Parce qu'aucun pays n'a remis en cause cette solidarité envers la question palestinienne. Mais il faut dire aussi que, Madame Bacha, qu'Alger, avec 3 sommets, donc c'est le 3e sommet ordinaire, et un sommet extraordinaire on a toujours vu la Palestine inscrite comme étant un élément prioritaire dans la démarche algérienne. Ouais. 73, on l'a vu en 88, ce sommet extraordinaire, on l'a vu en 2005, et même aujourd'hui. Donc cette démarche symbolise justement cet engagement national, mais aussi elle symbolise cette volonté de rassembler les différents acteurs du monde arabe par rapport à cette centralité de la question palestinienne. Très bien. Et dans un contexte malheureusement qui est marqué par beaucoup de mutations à l'échelle internationale, mais aussi par rapport à notre région. Oui. À lire le 4e concept de l'OTAN, notamment le point 11, oui. On pourrait comprendre les mutations à venir en ce qui concerne notre région. Donc il est très important
que nos pays prennent l'initiative nécessaire. Il faut nous expliquer là, rapidement avant de... Non, parce que le 11e point de ce concept définit notre région comme étant une source d'instabilité et de menaces. Donc la première source d'instabilité dans cette logique de l'antisionisme, justement, c'est la liquidation de la question palestinienne. À lire, comme je disais, le texte référence en matière de normalisation actuellement, il y a cette convergence entre les deux textes. Hani Berkouk, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes politologue, expert en sécurité internationale et stratégique. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée avec la suite de nos programmes et à bientôt. Au revoir.